C'est un plaisir partagé. Vous êtes le président de Taxawu Thème, ancien ministre, ancien sous-secrétaire général des Nations Unies, ancien doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques et ancien candidat à la présidentielle. On ne vous entend plus depuis un certain temps. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce silence, professeur? Merci. Je voudrais d'abord saluer les téléspectateurs et vos auditeurs de la radio et vous dire à quel point je suis heureux de vous retrouver. Il y a une relative absence dans les médias. Cela est lié à plusieurs facteurs. Le premier, c'est que d'abord, nous ne nous sommes pas tus depuis 2012. Nous faisons nos réunions, nous faisons des communiqués, des déclarations. Même, j'ai été invité par vous et j'ai également été invité par d'autres médias. Ça remonte à plus d'un an. Plus d'un an. Oui. Mais depuis un an, en effet, il y a eu une sorte de volonté systématique de Taxawu Thème de faire le point. Il est bon de temps en temps, dans un processus, de s'arrêter, de faire une introspection, de faire une évaluation et ensuite de décider. C'était en science volontaire. Il s'y ajoute aussi que, parallèlement, Taxawu Thème marche. Nous avons nos réunions, nous avons nos structures, nous avons nos activités. Peut-être que nous ne faisons pas suffisamment de communication pour pouvoir informer la population. Enfin, il y a un troisième facteur. J'appartiens à ce pays, j'appartiens aussi à la communauté internationale. Et j'ai souvent été sollicité pour apporter ma modeste contribution dans des cas de conflits, de crises, de processus au niveau de l'Afrique, et cela aussi me prend un certain temps. Oui. Est-ce que là, vous ne donnez pas l'impression ou bien raison à ceux qui disent très souvent que les hommes politiques ne s'intéressent aux populations qu'à l'approche d'une élection présidentielle? Écoutez, d'abord, je ne suis pas un politicien. Je n'ai pas vocation à faire de la politique une profession. Mais je suis un homme politique, comme vous avez dit, et à ce titre, de la communication. Mais figurez-vous qu'on est à plus de 2 ans de l'élection présidentielle. Donc, je crois qu'on ne peut pas m'accuser de n'être là qu'à l'approche des élections. Mais dans un pays où on est en campagne électorale en permanence, justement, c'est tout comme. Taxawu Thème a une approche de la politique qui est originale. Nous considérons que ça ne sert à rien d'occuper systématiquement les médias. Trop de communication tue. Loin des cœurs, comme on dit aussi. Je croyais que parfois, loin des yeux pouvait susciter proche des cœurs. Parce qu'on peut avoir envie de vous voir. Je ne cultive pas nécessairement cela, mais ce que je veux dire en gros, pour être sérieux, c'est que nous pensons qu'il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour la préparation des élections, il y a un temps pour les élections, il y a un temps pour le post-électoral. Maintenant, après ce temps d'introspection, quels sont aujourd'hui les résultats de votre introspection? Alors, les résultats, c'est... Le premier, il fallait tirer les leçons de l'expérience passée. Et à cet égard, nous sommes toujours dans cette phase, bien que nous ayons déjà des conclusions. Deuxième élément, redynamiser Taxawu Thème au plan local, au plan régional et au plan national, non seulement sur le plan structurel, mais sur le plan de l'animation. Et nous avons un programme avec les militants et avec les sympathisants de Taxawu Thème sur le territoire national. Nous allons commencer par Thiès dans quelques jours.
Maintenant, sur la marche du pays, que pensez-vous de la gestion de Macky Sall depuis son avènement au pouvoir? On m'a posé déjà la question. Dans un premier temps, j'avais dit qu'il était prématuré de se prononcer. J'avais utilisé l'expression wolof cin bu naree neex dafay xeeñ bu baxee. Bu baxee xeeñ. Et que baxagul woon. Dans un deuxième temps, on m'a posé la question, c'était 2 ans après, et j'ai dit que, en tout cas, xeeñagul neex. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il me semble que du xeeñ neex. Ah oui. Vous êtes aussi formel? Je suis formel pour 3 raisons. La première, c'est que sur le plan de la gouvernance sobre, quand on voit tout ce foisonnement d'institutions qu'on a créées, qui sont des institutions budgétivores, qui engloutissent les moyens qui auraient pu être utilisés pour relever le niveau de vie des populations, pour les aider à faire face aux difficultés. Aujourd'hui, et ce n'est pas seulement d'aujourd'hui, dans beaucoup de familles, il n'y a qu'un repas par jour. Le matin, on se débrouille. D'où la pertinence de la politique de bourse familiale et sociale. Le soir, on se débrouille. Oui. La politique de bourse sociale, vous savez, on dit que quand vous aimez quelqu'un, vous n'en faites pas un aliéné. Vous l'aidez à s'autonomiser. Au lieu de dépenser de l'argent insignifiant, je dois le dire, parce que 100 000 francs sur l'année, c'est 25 000 francs par trimestre, c'est quoi? 7 000 francs par mois. Mais c'est une politique qui a fait ses preuves ailleurs. On cite souvent l'exemple du Brésil avec Lula. Il faut comparer des choses qui sont comparables. Le Brésil avait les moyens de cette politique et cela a tiré de la pauvreté un important pan de la population. Mais ce n'est pas avec 7 000 francs par mois que vous allez sortir quelqu'un. Il faut créer des emplois, il faut créer des activités, il faut créer des moyens d'employer les jeunes, les femmes. Qu'est-ce qu'on fait? On parle d'émergence. On y reviendra certainement. Absolument. Mais ce que je considère simplement, pour répondre à votre question, la gouvernance sobre, c'est la gouvernance qui limite au strict minimum des besoins de l'État et qui fait le maximum en direction de la solution des problèmes socio-économiques des populations. Mais on ne peut pas accuser Macky Sall de gabegie. Quand il arrivait au pouvoir, il a supprimé le Sénat. Il a eu à supprimer d'innombrables agences. Écoutez, si vous supprimez le Sénat, non pas par volonté politique, puisqu'il avait dit qu'il conservait le Sénat, mais parce qu'il y a eu les inondations, votre absence en Afrique du Sud que personne ne comprenait pour passer des vacances, vous supprimez le Sénat, on applaudit. Mais quelque temps après, c'est pour créer le Conseil économique, social et environnemental, d'augmenter le nombre des conseillers, et tous sont nommés par le président, et ils sont payés à un niveau extrêmement élevé. C'est la même chose en ce qui concerne les agences. Vous n'allez pas me laisser dire des contre-vérités. On en a supprimé, on en a créé d'autres. C'est la même chose en ce qui concerne la sobriété, pour ce qui concerne les cabinets. On avait dit maximum 25 de ministres. Et combien de ministres qui ne disent pas leur nom parce qu'ils sont conseillers, ils sont conseillers techniques, ministres conseillers, délégués spéciaux, envoyés spéciaux. Oui, mais ceci contraste à bien des égards avec la folie dépensière qui avait caractérisé le régime de Wade. On peut lui concéder, non? Je dois dire que je suis, en tout cas, circonspect par rapport à la gouvernance sobre. Regardez ce qui se passe. Chaque fois que le président se déplace, c'est des millions qu'on donne aux militants du parti. On organise des cérémonies, on jette des billets de banque, etc. etc. C'est ça la sobriété. Et pour la vertuosité. Mais est-ce que c'est vertueux
de pouvoir violer la règle de droit. Vous parlez de quelle règle de droit ici? Vous prenez le cas des manifestations. Le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel. Le président ne le respecte pas. Chaque fois, il s'oppose aux manifestations. Et c'est contre qu'il recule. Ça, c'est le préfet. Hein? Écoutez, c'est le préfet qui... C'est à lui maintenant de jauger s'il y a risque de trouble à l'ordre public ou pas. Et de prendre la décision qui s'y est. Écoutez, on nous a fait une confidence. On a dit que quand il a reçu le député Si, à la demande de la famille Tall, pour essayer de voir entre le président et l'ancien président, c'est à ce moment qu'il leur a dit, d'ailleurs, la manifestation va être autorisée demain. Alors, qu'est-ce qu'il décide? C'est le préfet ou c'est lui? Deuxièmement. Parce que c'est lui qui décide. Deuxièmement, le préfet, il décide. Et c'est là un trait commun entre le président Macky Sall et le président Wade. C'est-à-dire, on met en avant le préfet, alors qu'on sait que derrière lui, il y a le ministre, et derrière lui, il y a le président. C'est lui qui tire les ficelles en réalité. Voilà. C'est ce que vous voulez dire? Bien sûr. Et troisièmement, dans la pleine illégalité, c'est ça le plus important, parce que ce droit est reconnu par la Constitution. Pendant la campagne électorale, il vous souviendra que on nous a interdit à tous d'aller vers la... alors que le code électoral autorise tout candidat à tenir des meetings partout sur le territoire national. On a dit que le ministre de l'Intérieur d'alors avait pris un arrêté pour dire qu'on ne peut pas dépasser l'avenue Malick Sy. Alors que le code électoral, qui est la loi, dit qu'on peut aller partout. Et quand on a interrogé le préfet, je crois qu'il s'appelait Sarro, il a dit que lui, en tout cas, entre la loi et l'arrêté, il applique l'arrêté. C'est une hérésie pour l'administration. Et figurez-vous cette continuité où le président Macky Sall a été élu et ce préfet qui violait la loi, il en a fait un gouverneur à Saint-Louis. Je peux vous donner d'autres exemples en ce qui concerne la violation de la loi. Le président Wade, quand il était là, en ce qui concerne la passation des marchés, parce qu'il était gêné par l'architecture très bien faite pour contrôler a priori et a posteriori la passation des marchés, avait décidé de violer cette disposition en considérant que tout ce qui ressortissait de la présidence étrangère, du ministère des Forces armées et de l'Intérieur ressortissait de la défense nationale et qu'il n'y avait pas lieu de se gêner à des appels d'offres. À des appels d'offres. Oui. Donc c'est l'opacité totale. Quand le président Macky Sall est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord donné l'impression de respecter cette architecture, puis solennellement, il a déclaré son opposition au maintien de la situation. Oui, c'est parce qu'on parle souvent de la lourdeur des procédures. Il faut les alléger. Il faut un gouvernement qui n'attendait pas un mois avant un événement pour engager des procédures. Vous devez engager ces procédures suffisamment à temps compte tenu de toutes les contraintes pour arriver à solutionner vos problèmes. Vous êtes au moins d'accord que les procédures sont d'une lourdeur telle qu'il est difficile d'avancer, de progresser. Les procédures sont lourdes parce que quand il s'agit de l'argent du contribuable, il faut regarder sous tous les angles. Et je dois dire, puisque vous parlez de gouvernance vertueuse, il y a des personnalités qui ont été auditionnées, condamnées sous Wade et qui ont été récupérées avec Macky, elles ne sont pas poursuivies. C'est une décision de justice. Non, non. C'est la justice qui les a acquittées. Non, pas du tout, pas du tout. Il y en a, on connaît les cuillères et les prix des cuillères et autres qui sont là, qu'on a récupérés, qu'on a recyclés. Et il y en a beaucoup. C'est la justice qui les a blanchis. Non, même parmi... Le cas d'Awa Ndiaye, pendant qu'on y est. Même parmi les militants du PDS qui sont censés être poursuivis apparemment pour soit détournement de biens publics, investissement illicite, il y a 2 poids et 2 mesures. Certains sont emprisonnés, en voie d'être jugés, et d'autres la coulent douce.
ils sont aux côtés du président. C'est ça, la gouvernance vertueuse. Vous répondez justement à cette question-là que vous posez. Ma réponse est très claire. Ce n'est pas de la gouvernance vertueuse. Je pense que ce qui constitue la gouvernance vertueuse, c'est l'état de droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout le monde, y compris l'autorité la plus élevée dans la hiérarchie, tout le monde est soumis à la règle. Et il faut donner l'exemple. L'exemple vient d'en haut. Si vous regardez par exemple ce qui se passe en ce qui concerne ces manifestations, mais c'est triste. Oui. Mais justement, à propos de ces manifestations, que faire face à une opposition ou bien une partie de l'opposition qui se braque et qui dit, avec ou sans autorisation, nous allons tenir nos manifestations? Il ne faut pas qu'on en arrive là. Oui. Oui, il y a des personnes qui veulent manifester. C'est un droit qui leur appartient. Laissez-les manifester. Prenez les dispositions pour encadrer. Je vous donne l'exemple. Je suis ici à Walf. Wade avait utilisé les mêmes techniques. Il a fallu la volonté de Sidi Lamine pour aller manifester, malgré la volonté de Wade, à la place de l'indépendance. Et quand il n'a pas pu s'y opposer, il a été obligé de l'autoriser et rien ne s'est passé. Récemment, le président Macky Sall, son gouvernement, a interdit la manifestation du PDS en disant trouble à l'ordre public, etc. Quand finalement contraint, il a accepté. La manifestation s'est déroulée à la place de l'Obélisque sans incident. Le président Macky Sall, que vous avez soutenu au second tour, a été élu sur la base d'un programme dénommé Yoonu Yokkute. Finalement, il a mis sur pied le plan Sénégal émergent. Trouvez-vous à redire ou bien vous dites tout simplement que l'essentiel c'est d'en arriver à l'émergence, point barre? Les deux à la fois. Je n'ai pas soutenu Macky Sall au deuxième tour. J'ai soutenu le candidat qui est arrivé en deuxième position au deuxième tour. Ce à quoi nous nous étions engagés et c'est ce que j'ai respecté. Ce candidat, il se trouve que c'est Macky Sall. Macky Et Sall. c'est tant mieux. Oui. Ouais, mais voyez la différence? Ça aurait été quelqu'un d'autre, je l'aurais soutenu au nom de cet engagement-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, on a beaucoup parlé de Yoonu Yokkute. Pour quelques mois après, se rendre compte que ça ne menait nulle part. Et que Yoonu Yokkute menait à Yoonu Yakkute. C'est à ce moment-là qu'on a sorti Sénégal émergent. C'est tout à son honneur. C'est tout à son honneur, oui. Parce qu'il faut savoir rectifier. Et moi, je pense que c'est une très bonne chose d'avoir approché notre destin, notre avenir sous l'angle de la planification. À l'époque, Taxawu Thème avait réagi en disant « c'est très bien, nous applaudissons » parce que le plan, c'est l'orientation dans la direction où on veut aller. Sous l'ajustement structurel, les banques mondiales, Fonds monétaires nous avaient dit « non, 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 il n'y a pas de plan, etc. etc. » C'est un acte courageux de sa part d'aborder cette question sous l'angle de la planification parce que c'est ça la direction. Et Taxawu Thème a même applaudi lorsqu'on a recréé le ministère du plan. On a eu de grands ministres du plan. Je peux citer Cheikh Hamidou Kane ou d'autres. Et la planification est essentielle. Mais par la suite, qu'est-ce qu'on a abordé? Le ministère a été supprimé. Aujourd'hui, il y a un ministre à la présidence qui s'occupe du suivi du plan Sénégal émergent. Bon, ça peut être un ministère, ça peut être au niveau de la présidence, mais ça montre un certain tâtonnement. Deuxièmement, il y a, je crois, un certain nombre de considérations sur lesquelles je peux me prononcer. Un, pour ce qui concerne la croissance n'est pas nécessairement, ne conduit pas nécessairement au développement, encore moins à l'émergence. Elle ne se mange pas, comme on dit trivialement. Voilà. Pourquoi? La croissance est fondée sur le produit intérieur brut. Et ce produit intérieur brut
tous les économistes sont d'accord, est d'abord une mesure quantitative de la richesse d'un pays ou des ressources d'un pays à un moment donné T. Et cette mesure quantitative ne prend en compte ni le travail domestique, ni le travail au noir, ni les activités délictuelles. Donc, c'est déjà qui est approximative. Deuxièmement, c'est sur une période bien longue qu'il faut mesurer cette croissance. Et on dit 7% à l'horizon de 2008. On est à 3,5. On est le dernier de la classe au niveau de l'UEMOA, à part la Guinée-Bissau qui était dans des conflits à n'en plus finir. On est les derniers de la classe. S'ils décident d'aller à 7%, c'est tant mieux, mais il faut prendre les mesures conséquentes. Et troisièmement, je dois vous dire que pour ce qui concerne cette croissance, nous avons une croissance extravertie. Qu'elle soit à 3,5 ou qu'elle soit à 7%, si on ne change pas la situation, ça ne nous mènera nulle part. Oui, mais vous êtes au moins d'accord qu'un bon taux de croissance est le signe d'une bonne respiration économique? Oui, c'est a priori. Mais ne faisons pas la confusion entre les pays développés et notre pays. Pourquoi? Nos pays africains ont une croissance extravertie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'essentiel des richesses que génère notre pays va alimenter d'autres pays et d'autres économies. Ce sont 64% des entreprises sénégalaises sont des filiales de sociétés étrangères, que ce soit dans l'eau avec la SDE, dans l'électricité, ça va venir parce qu'on va casser la Sénélec, que ce soit en ce qui concerne la téléphonie, que ce soit en ce qui concerne les autoroutes, en ce qui concerne le sucre, on nous pompe littéralement. Cette croissance-là, elle ne peut pas être significative. Une croissance, pour être significative, doit être inclusive. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les couches de la population en bénéficient. Mais si on fait 100 milliards, les 80 milliards vont ailleurs, il ne reste que 20 milliards, avec quoi on va se développer? C'est juste un exemple. Il y a donc une nécessité, et c'est là le point capital à la fois de Taxawu Thème et des assises nationales, le patriotisme. Il faut que nos ressources nous bénéficient. Il faut qu'on soit souverain. Regardez le pétrole. On nous parle de Takusan là, avec 10%. Vous pensez que c'est normal? Oui. Et c'est la même chose avec partout. Le frère du président de la République. En plus, délit d'initié. Vous trouvez à redire? Ah oui. Délit d'initié. C'est le président qui a signé pour son frère. D'abord, c'est déjà suspect. Deuxièmement, il a été lui-même à Petrosen, donc il connaît ce qui est intéressant et ce qui ne l'est pas. Et troisièmement, puisqu'on parlait de gouvernement vertueux, nous y revenons. Et ça également le parallèle entre le président Wade et le président Macky, c'est l'irruption de la famille. Ce qui arrive à Wade, c'est à cause de l'irruption de sa famille. Au lieu de tirer les leçons, aujourd'hui, il y a la famille, il y a la belle famille, il y a les beaux-parents. Mais si son frère a les compétences requises, pourquoi pas? Mais c'est un citoyen sénégalais. Mais personne ne met en doute cela. Mais à partir du moment où vous appartenez à la famille du président, il y a des choses que vous pouvez faire et il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, même sur la base de vos droits. Parce que dans nos traditions culturelles, il y a un minimum de décence. Nous ne sommes pas des Occidentaux, nous sommes des Africains. Un président a plusieurs moyens d'aider ses parents. Il peut le faire, peut-être dans la discrétion. Mais cette volonté systématique d'accaparer l'appareil d'État à travers la famille et la belle famille, c'est malsain. Et demain, les poursuites actuelles contre le fils du président seront peut-être les poursuites futures des beaux-frères du président. C'est pas bon. Voilà. Un mot sur la tournée économique du chef de l'État qui était
à Ziguinchor en fin de semaine pour la réception de 2 bateaux pour le désenclavement de la Casamance. Macky Sall également qui a promis une exonération fiscale à tous les promoteurs qui souhaiteraient venir ouvrir des hôtels pour un peu booster un peu le tourisme dans notre pays. Votre commentaire là-dessus? Je pense que franchement, c'est une excellente action de vouloir désenclaver la Casamance. Et j'applaudis à l'achat des 2 bateaux qui vont s'ajouter. Il nous faut absolument régler ce problème. Et je suis enfin heureux qu'on pose la première pierre du pont sur la Gambie. J'espère que la construction ne va pas attendre 20 ans. Ce ne sera pas la première et la dernière pierre. Voilà. Donc c'est une excellente chose. Mais il faut également, parallèlement, que nous prenions des décisions qui permettent de contourner la Gambie. La route de contournement est essentielle pour évacuer les produits de la Casamance, pour intégrer davantage la Casamance, pour tirer les bénéfices de la région agricole de Casamance. Mais il faut la paix. Et aujourd'hui... Elle est là, la paix. Ah bon? Ça fait beaucoup de temps qu'on n'entend plus parler de braquage, ni de meurtre. Écoutez, lorsque des militaires de l'armée nationale sont pris en otage pendant 1 an et qu'on ne réagit pas, est-ce qu'on a la paix? C'était du temps de Wade. Ce qui peut se refaire si demain les circonstances ne sont pas la paix. Il faut... Donc, en ce moment, si vous dites qu'on a la paix, c'est qu'on ne donne plus aucune signification à ceux qui, a priori, sont chargés de chercher la paix. Et cette accalmie-là, vous la rangez dans de quel bord? L'accalmie, ce n'est pas la paix. Hein? Ça peut parfois précéder ou suivre des violences. Il faut un traitement exhaustif, fondamental de la crise en Casamance. Et là, les assises nationales, Taxawu Tem qui s'est fait l'interprétation, avait un plan bien précis. Nous ne sommes pas là, mais je dis qu'on n'a pas la paix. On a commencé, par exemple, à vouloir forcer avec des projets de développement agricole. Ça n'est pas allé loin. Parce qu'il y a eu des mines, parce qu'il y a eu également des prises d'otages. Oui, mais Macky Sall a fait de la Casamance une zone prioritaire. Mais c'est un devoir. Nous ne pouvons pas nous passer de la Casamance. C'est une zone prioritaire. C'est essentiel. Mais encore une fois, il faut faire les choses selon le bon bout. Wade l'a fait pendant 12 ans, il n'est arrivé à rien. Wade ne l'a pas fait pendant 12 ans, il n'est arrivé à rien. Si Macky continue avec la même politique de M. Casamance et autres, on n'ira nulle part. Il a rompu avec cette pratique de M. Casamance. Sauf que les négociations pour la paix ne se feront pas sur la place publique. Non, je pense qu'il a rompu avec cette pratique de M. Casamance parce que maintenant, il y a des monsieur et il y a des madame Casamance. Ah bon? Oui. Que vous avez identifié vous-même? Eh bien, vous ne voyez pas dans le gouvernement des hommes et des femmes qui disent envoyés pour parler de la Casamance? Des ministres conseillers? Je ne vous fais pas un dessin quand même. À votre avis, est-ce que la doctrine de l'État sur ce problème de la Casamance-là est lisible et claire? La doctrine de l'État? Nous avons un handicap. C'est le legs de Berlin 1885, c'est-à-dire le fait que dans le même territoire, on a 2 pays, on a 2 langues, c'est la langue dans la bouche de l'autre. Regardez la Gambie par rapport au Sénégal, c'est la langue dans la bouche. Donc, pour passer du nord du Sénégal au sud du Sénégal, vous êtes obligé de traverser la Gambie. Ici, ajoute que on a fait des tentatives de confédération qui n'ont pas marché. Une confédération à 2, de toute façon, est vouée à l'échec. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait 3 éléments. Mais il y a aussi le fait que la situation en Casamance et les retombées sur le plan de la sécurité ont compliqué. Je pense que vraiment,
c'est dommage